Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, je vais aborder une enquête scientifique des catastrophes annoncées, rien de moins. 2012 serait donc une année charnière avec l'avènement de troubles planétaires sans précédent pour donner ensuite naissance peut-être à une ère nouvelle. Alors, d'où vient cette date 2012 ? Eh bien, tout est basé sur le calendrier Maya. Et selon ce calendrier, figurez-vous, la fin du monde arriverait en décembre 2012 exactement. Selon la culture Maya, la fin du calendrier, de leur calendrier, signifie aussi la fin des temps. Que doit-on penser de ces hypothèses alarmistes ? Avant de tout jeter, il convient quand même de poser le problème sur la table et d'en étudier toutes les facettes. Alors pour ce faire, il faut avoir un interlocuteur solide, un scientifique reconnu pour ses connaissances du monde Maya et du calendrier Maya. Ce scientifique est mon invité ce soir. Il s'appelle Antoon Volmar, il est flamand. Il sera en direct avec nous depuis la Belgique, Anvers exactement. Titulaire de 2 doctorats à la Sorbonne, s'il vous plaît, en lettres, sociologie et en paléographie maya. C'est une référence mondiale en la matière. Et avec lui, nous allons faire connaissance avec la civilisation maya qui a rayonné sur l'Amérique centrale durant plus de 4 millénaires. Avant de retrouver mon invité en direct depuis Anvers, une annonce quand même pour une prochaine émission consacrée à vos témoignages. Appelez-moi au 0826 300 300 si vous avez vécu un phénomène paranormal et que vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous savez que vous pouvez compter sur toute mon équipe avec Pierre Massias et Renaud Évrard à mes côtés pour éclairer votre lanterne. 0826 300 300 donc, vous me laissez vos coordonnées sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange ou par mail étrange@sudradio.fr. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Antoon Volmar, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bénédy. Je suis vraiment ravi de vous avoir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous allons avec vous découvrir la civilisation Maya. Vous allez nous servir de guide pour découvrir cette civilisation qui a été extraordinaire. Je vous ai présenté il y a quelques instants. Je rappelle que vous êtes docteur en études latino-américaines. Vous êtes également docteur en lettres et en sciences humaines. 2 doctorats que vous avez eus d'ailleurs à la Sorbonne à Paris. Oui. Donc écrits en français, c'est ça ? Oui. Ce qui est remarquable pour un flamand, du reste, parce que notre langue n'est pas facile à manier quand même. Oui, dans un certain sens, oui. Parce que, pour vous dire, pour le doctorat d'État, j'avais à peu près 1000 pages en français. Ah oui. Et durant donc l'exposé à la Sorbonne, les professeurs du jury sont mis à rire parfois quand je faisais donc d'inventer des nouveaux mots en français. Mais comment, oui, mais purement à règle grammaticale. Oui, j'imagine bien. Alors, docteur Volmar, vous allez nous servir de guide. Alors, pour commencer, je vais vous demander avant de parler du calendrier Maya, puisque c'est ça qui va être quand même l'objet final de notre émission, car je rappelle qu'il y a plusieurs livres qui ont été publiés, beaucoup par des Américains, concernant une apocalypse, une fin du monde qui aurait lieu en 2012. Donc, quand même, pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit en français, pour tordre le cou à ces espèces de mauvaises nouvelles comme ça qui font vendre du papier et qui n'ont que ce mérite d'ailleurs, je vous ai demandé d'intervenir dans mon émission, ce que vous avez très gentiment accepté et je vous en remercie. Il n'y a pas de quoi. Alors, avant de parler du calendrier, découvrons ensemble, si vous le voulez bien, la civilisation Maya. Pour commencer, c'est une civilisation qui a existé dans quelle période de l'histoire à peu près ? Dans l'ensemble, hein? Oui. Eh bien, le calendrier nous mène à un début de 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Et quand on pense donc au XVIe siècle, 1541, on a la conquiste, ça fait quand même pas mal de 5000 années.
Et de fait, on rejoint un peu les civilisations d'Égypte et de la Chine qui ont aussi à peu près 5000 années d'histoire et de culture. Oui. Donc c'est un beau trio, puisqu'il y a encore d'autres liens, dans ce sens que, par exemple, chez les trois civilisations, vous avez une écriture hiéroglyphique peinte en noir et rouge. Ça, c'est une chose. Il y a encore d'autres liens, une écriture en colonne, etc. Oui. Donc, il y a beaucoup de liens, mais ça, c'est un peu à part. Mais de fait, qui sont les Mayas? Eh bien, le berceau d'une des plus hautes civilisations de l'Amérique précolombienne est d'ailleurs la plus ancienne et certainement le pays des Mayas. Elle est de fait la plus extraordinaire civilisation de la région mésoaméricaine. Et elle s'étale sur les territoires actuels du Mexique. Oui. On a respectivement la péninsule du Yucatan, Tabasco, Chiapas, et ensuite l'ancien British Honduras de Belize. Aussi, dans le Guatemala, on a donc des groupes importants des Mayas, et en même temps aussi un tout petit coin de Honduras et une région modeste de El Salvador. Vous savez que les frontières politiques ne sont pas toujours les frontières ethniques. Hein? Oui, tout à fait. Ça, Mais on parle toujours comme s'il y a un seul peuple maya, mais il y a plus de 20 groupes ethniques, chacune avec une identité propre et une langue différente. Pas trop différente, le vocabulaire de ces langues se rencontre un peu, c'est seulement dans la grammaire qu'il y a parfois des différences. Oui. Dites-moi, docteur Volmar, pour bien comprendre un petit peu comment fonctionnait la société maya, il y avait, vous nous l'avez dit, plusieurs groupes ethniques. Est-ce qu'il y avait un seul État maya ou il y avait plusieurs États? Non, il y avait plusieurs États et au courant donc de l'histoire, ils ont fait des accords entre eux, mais s'il y avait des discordes, on se séparait et on faisait d'autres liens politiques. Hein. Et on peut le comparer un tout petit peu avec les États politiques des Grecs dans le temps, des villes qui étaient individuels, mais qui avait de temps en temps un contact religieux et politique. Oui. Et donc c'est un peu ondulant, disons, les liens entre les différents États. On appelle ça en général des provinces, mais ce mot ne couvre pas exactement donc la situation politique et sociale. Mais enfin, c'est pour avoir une idée. Oui. Docteur Volmar, est-ce qu'il y a eu une monarchie? Est-ce qu'il y avait un roi qui régnait sur tous ces peuples? Ou est-ce qu'ils avaient un semblant de démocratie? Comment était hiérarchisée leur société? Eh bien oui, dans disons, un passé éloigné, ça commençait simplement d'abord par les petits groupes de familles, les tribus, disons, et du moment qu'on commençait disons à s'installer quelque part pour faire de l'agriculture, on était lié à la terre, mais en même temps commençait, disons, un soupçon d'organisation sociale et politique. Eh bien, au début, on avait ce qu'on appelle en espagnol cacique. Cacique, c'est comme un chef. Un chef d'un grand groupe ethnique. Mais au courant de l'histoire, et alors je parle, disons, à partir des années 700, alors on avait une société beaucoup plus développée, avec des lois, des lois assez sévères, mais réellement correctes. Alors à ce moment-là, commençait petit à petit une espèce de royauté. Et il y avait alors une loi qui permettait aux plus âgés des enfants de succéder le père. Et là,
un simple roi, si vous voulez, hein, mais pas comme en France, par exemple, dans le temps ou en Europe. Et petit à petit, ça devient plus grand du moment qu'ils faisaient des guerres entre eux. Ils pouvaient parfois conquérir une autre province, un autre État, et alors ils avaient de plus grandes influences. Mais là aussi, l'histoire change tout le temps, comme en Europe. Vous voyez aussi que les frontières changent tout le temps. Hein. Évidemment. Docteur Volmar, pour rentrer un petit peu plus en détail dans l'organisation sociale de la civilisation maya, au départ, il y a la cellule familiale. Est-ce que il y avait un homme, une femme, c'est-à-dire un couple et des enfants? Oui. Est-ce qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes, par exemple? Est-ce que l'homme et la femme étaient à égalité? Ça se passait comment au sein de cette cellule? La petite cellule familiale était composée de quoi? Oui, comme vous le dites, d'abord, quand les gens étaient jeunes, ils allaient à l'école. Ah, bon. Oui. Ils avaient déjà des écoles, et dans ce sens que il y avait, comme chez nous, des écoles, disons, d'État. Oui. Hein, et ensuite, il y avait des écoles très spéciales, comme on appelle des collèges, par exemple. Oui. Et là, c'était destiné pour les enfants des gens officiels. Mm-hmm. Vous savez, des gens politiques. Ouais. Ses fils pouvaient aller dans cette espèce de collège. Ils restaient là 2, 3, 4 ans, parfois. Et ils devaient attendre l'âge, disons, de 20, 21 ans avant de se marier. Mm-hmm. Et le mariage se fait pas comme chez nous, qu'on fait soi-même le choix. Il y avait un intermédiaire qui arrangeait les mariages entre les familles. Oui, d'accord. Mais par après, il viendrait certainement des enfants. Et jusqu'à l'âge de 3 ans, on les éduquait simplement en les laissant faire. Ils pouvaient tout faire jusqu'à l'âge de 3 ans, et durant ce temps, si la mère le pouvait, elle allaitait l'enfant. Mm-hmm. C'était aussi pour éviter encore d'être enceinte. Hein, mm-hmm. Ça, c'est une raison. Mais par après, il y avait une éducation d'abord familiale. Il y avait la mère qui enseignait, qui éduquait les filles, d'abord avec des petits travaux, et à fur et à mesure qu'ils agrandissaient, des travaux beaucoup plus grands et plus importants. Et pour les enfants, les jeunes hommes, c'était le père. Oui. Et l'éducation était parfois dure, parce qu'on voit dans le Codex Mendoza, qui a été dessiné pour notre Charles Quint, mm-hmm. Pour donner, disons, une idée du pays conquis. Oui. Eh bien, là, on trouve cette éducation en très, très bref, mais par exemple, à l'âge de 8 ans ou de 9 ans, 10 ans, ils recevaient parfois des coups de bâton, mais c'était pas, disons que par méchanceté, mais simplement pour leur dire, voyez, la vie n'est pas toujours si facile. Oui. Il faut être un peu dur, un peu endurcir. Mm-hmm. Et pour la femme, les jeunes filles, c'était la même chose. Ou bien les exposer durant la nuit en dehors, quand il fait très, très frais. Oui. Et c'était les piquets avec des pointes de cactus. Ah bon? Oui. Oui. Simplement pour, il me semble que c'est un peu comme en Sparte. Oui. En Grèce. Hein? Chez les Grecs. C'était aussi une éducation très, très dure. Finalement, chacun étudiait donc à l'école, et finalement, il devait apprendre un métier. Mm-hmm. En général, c'était le métier du père. Hein? Évidemment. Alors, docteur Volmar, vous parlez d'école. Tous ces enfants allaient à l'école. Est-ce qu'ils, dans cette école, ils apprenaient à lire et écrire, par exemple, à compter? Oui, mais très rudimentairement. Oui. C'est-à-dire, au collège, ils pouvaient apprendre tout, parce que la plupart d'eux pouvaient devenir prêtres. Mm-hmm. D'accord. Et pour
obtenir un office officiel, eh bien, ils apprenaient en premier lieu donc les lois. Oui. C'est une éducation traditionnelle, disons, pour dire ça, vous êtes un membre de tout notre groupe, vous devez obéir. Là, vous avez les règles. Il y avait des règles très sévères, entre autres pour les. On voulait éviter des ivrognes. Ah bon? Oui, parce que le raisonnement était celui-ci, c'est que quelqu'un qui est saoul, qui a bu trop, oui, est incapable de travailler. Oui. Il n'a un rendement nul pour sa famille et pour l'État. Oui. Donc, on punissait, par exemple, les ivrognes d'une semaine en prison, par exemple. Mais ce qui est curieux, et ce que je trouve très correct chez les Mayas, c'est que quand un officiel, un bourgmestre, par exemple... un notable, un maire, oui. Hein, quand eux étaient vraiment sourds et qu'ils devenaient des ivrognes, ils risquaient immédiatement la mort. Ah bon? Parce que le raisonnement était très logique. Ils disent, quand un civil fait une infraction, donc l'influence n'est pas tellement grande. Mais quand un bourgmestre fait une erreur, ça concerne 100 personnes ou 200 personnes. Donc, c'est plus grave. Oui. Et c'était plus sévère. Et on l'appliquait parce qu'on connaît donc un exemple d'un prince, donc le fils qui devait succéder son père, qui a été tué. Hein. Parce qu'il buvait trop, parce que c'était un ivrogne. Oui. Oui. Et donc, c'est un peu le contraire qu'en Europe, quand un ministre fait des erreurs, il devait donner sa démission. Et il revient plus tard comme un ministre dans un autre département. Oui, mais oui. le petit employé, il s'est puni très sévèrement. C'est donc l'inverse. Oui, ça c'est une chose. Mais on a une hiérarchie dans ce sens. On avait donc d'abord le clan même, le groupe familial. Oui. Au-dessus, vous avez alors une espèce de bourgmestre. Un maire de village. Oui, un maire de village. Et alors, vous avez plus des échelons, donc, allant jusqu'au chef ou au roi local. Oui. Donc, vous ne pouvez pas oublier, c'est un peu humain dans le mauvais sens, c'est que c'est initié, disons, dans le caractère des humains de se battre. La première chose que la plupart des chefs ont fait, c'est de se battre avec les voisins. Et ça, vous savez, ça nécessite alors une armée. Oui. Et j'avais une armée, et c'est formidable au point de vue organisation. Ils avaient, comme chez nous, vous avez un soldat, un simple soldat, un sergent, un corporal, sergent, un capitaine, un colonel, un général. Ça, c'était identique chez les Mayas. Ouais. Antoun Volmar, une petite pause, on s'arrête 30 secondes pour se retrouver dans quelques instants et avec vous on va continuer à découvrir cette civilisation maya encore pendant toute cette émission. À tout de suite. Très bien. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Mayas, la civilisation maya, le calendrier maya, c'est le sujet de notre émission des aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio et j'ai le grand plaisir d'avoir en direct avec nous depuis la Belgique le docteur Antoun Volmar, je le rappelle, docteur en études latino-américaines avec une spécialisation, je crois, qui est unique au monde, spécialisation en paléographie maya et docteur d'État en lettres et en sciences humaines. Antoun Volmar, vous me le confirmez, hein, la spécialisation paléographique maya, vous êtes un des rares à la posséder au monde, hein, en doctorat. Oui, officiellement.
Officiellement, oui. Mais on a bien sûr d'autres paléographes américains, allemands, mexicains, etc. Mais ils ont eu une autre formation. Ouais. Alors, docteur Antoun Volmar, vous avez commencé à nous faire découvrir un petit peu la civilisation maya, qui était extrêmement bien organisée, et je trouve finalement d'une sagesse relativement stable pour l'époque. On rappelle moins 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1540 à peu près après Jésus-Christ. Donc une civilisation qui s'est étendue sur plusieurs milliers d'années, que vous avez comparée à la Chine ou à la civilisation égyptienne par exemple. Antoun Volmar, en ce qui concerne leur religion, est-ce que toutes ces provinces mayas avaient la même religion? Pas tout à fait, non. De temps en temps, il y avait plusieurs États qui formaient une entente, qui avaient les mêmes divinités, et on était vraiment libre parce que si on va d'une province à l'autre, on est ouvert, disons, on peut avoir n'importe quelle religion. Mais ils avaient une ouverture religieuse, donc vraiment. Oui. Et surtout dans le nord. Au nord de Yucatan, vous avez plus d'uniformité entre les différentes religions, mais on a certainement donc tout le même système du calendrier. Il faut simplement changer de nom, mais il y avait des festivités, et c'est un peu comparable à la religion catholique, c'est-à-dire que les Mayas avaient des divinités pour chaque heure de la journée, chaque heure de la nuit, pour chaque semaine, semaine de 13 jours entre parenthèses, pour chaque mois de 20 jours, parce que c'était un système vigésimal et non décimal comme chez nous. Et aussi donc des divinités pour le cycle de 260 jours, pour le cycle de 360 des années, etc. Toute une pyramide, disons, de divinité, et chacun à son tour entrait en fonction. D'accord. Donc ils avaient ils avaient des temples évidemment, puisqu'on a retrouvé des monuments extrêmement beaux d'ailleurs, très conséquents. On en parlera tout à l'heure. Absolument. Mais ils avaient énormément de divinités différentes alors. Oui. C'était plus, disons, des centaines et des centaines. Nous avons une idée dans les codex mayas et des codex aztèques aussi, c'est parallèle. On sait donc que pour chaque jour qui est indifférente ou a une mauvaise influence, qui est néfaste ou bénéfique, mais là, on trouve donc des divinités. Seulement, nous manquons, disons, le code pour donner une date spéciale. Parce que si on connaissait le code, et je l'ai trouvé, disons, en 1981, je pense, j'ai trouvé le code pour 13 jours, c'est tout. C'est insuffisant, mais c'est un début. Mais nous n'avons pas beaucoup de documents mayas. Nous avons seulement 3 codex. Et vous savez que le second évêque Diego de Landa a brûlé des bibliothèques entières. Dites-moi, docteur Volmar, toutes ces divinités, elles servaient à quoi? Est-ce qu'il y avait des divinités relatives, par exemple, à l'eau, à l'air, aux arbres, aux plantes, aux animaux, c'est ça? À l'agriculture, j'imagine? Oui, d'accord. Il y a certainement... Quelles sont les choses les plus importantes? Pour moi, c'est le soleil, et pour beaucoup de peuples anciens, c'était aussi le soleil. Mais ensuite, la divinité de l'eau, de la pluie. Parce que sans eau, vous ne pouvez pas vivre. Et c'est très important. Donc, chez les Aztèques, c'est la fameuse Tlaloc, et on le retrouve au nord du Yucatan sous le nom de Chac. Vous voyez ça même sur les bâtiments, avec un nez très prolongé et recourbé vers le haut. C'est le plus important. Donc vous allez le rencontrer des centaines et des centaines de fois au nord de Yucatan. Et ensuite viennent les autres. Par exemple, ensemble avec la divinité de l'eau, disons, on trouve chaque fois aussi la divinité du vent.
le vent qui balaye, disons, les chemins pour l'arrivée des pluies à venir. Oui, oui. On le compare un peu dans ce sens. Oui. Donc, pour donner un exemple concret, vous avez chez les Aztèques le fameux Quetzalcoatl. Oui, le dieu serpent à plumes, c'est ça? Le serpent emplumé, mais on le retrouve bien sûr immédiatement aussi à Chichen Itza, au nord du Yucatan. Et lui a plusieurs formes de présentation, au moins 4 formes qu'on retrouve dans les 4 coins du monde, les points cardinaux. Et une de ces formes s'appelle Quetzalcoatl Eyacatl ou Kukulkan. C'est le dieu du vent. Pourquoi? Le vent, le nom donc désigne non seulement le vent, mais en même temps aussi l'haleine. Donc, si vous ne donnez pas du vent, si vous n'avez pas d'haleine, vous êtes mort. Oui. Donc, c'est le dieu du vent et de la vie en même temps. Et le souffle de vie, quoi, représenté dans les manuscrits pictographiques. Oui, c'est le souffle de vie, quoi, vraiment. Oui, oui. C'est ça. Mais alors, il y a des divinités comme pour les femmes, ils ont toute une série de divinités, de déesses pour les protéger. Dès qu'elles sont enceintes, ils ont toute une série de déesses à leur disposition pour faire des prières, des offrandes, pour que tout se passe très bien. De l'accouchage, finalement, et après l'accouchage. Donc, c'est vraiment comment s'appelle ça, un panthéon. Oui. Un panthéon de dieux, de divinités et de déesses. Mais alors, dites-moi, docteur Volmar, est-ce que, comme d'autres civilisations, ils pratiquaient des sacrifices humains ou ils se bornaient uniquement à des sacrifices d'animaux ou peut-être à des prières? Oui, mais c'était pas si terrible que chez les Aztèques. Oui. Chez les Aztèques, il y avait des milliers de sacrifices et l'influence aztèque se fait sentir, disons, à Chichen Itza certainement. Là, on voit aussi des sacrifices, mais c'est moins important. C'est vraiment... en comparant avec les Aztèques, c'est minimal. Il y avait des sacrifices, mais très peu. Très peu. Donc, on l'a fait certainement, mais pas donc à telle dimension que chez les Aztèques. Et docteur Volmar, est-ce que on sait s'il y avait des moments précis dans l'année, par exemple en Europe, dans la religion catholique, il y a le 24 décembre, Noël, qui est une date importante. Il y a Pâques, vous voyez, il y a des dates précises pour des fêtes religieuses importantes. Ah, oui. Il y avait des dates, j'imagine, précises, des fêtes religieuses importantes dans l'année chez les Mayas? Oui, il y a toute une série. On trouve quelques cérémonies décrites dans le manuscrit de Diego de Landa, Relation de las Cosas de Yucatan. Et là, chaque mois, il y a donc la fête de chaque mois, certainement. C'est le dernier jour du mois. Oui. Donc ça fait 18, parce que c'est 18 fois 20, c'est 360. On a donc 18 fêtes religieuses très sérieuses, parce qu'il faut alors pas seulement donner des sacrifices, et parfois des sacrifices d'enfants pour le Dieu de la pluie. Ah oui, bon, d'accord. Oui. Et bien, ça dépend donc de la position dans l'année. Oui. L'année agricole. Donc, mais il y a toute une série, mais la description que nous avons de l'Inde, ça concerne seulement le nord du Yucatan. Oui. Docteur Volmar, est-ce que les Mayas avaient une technologie importante? Ils nous ont laissé des monuments assez conséquents. Qu'est-ce qu'on sait de leur technologie, de le fer, le bronze, l'or, les métaux dont ils disposaient? Est-ce qu'ils avaient des forgerons de grand talent? Bref, un petit tour d'horizon de leur technologie. Oui, eh bien, de fait, et c'est peut-être très curieux, la civilisation maya est une civilisation néolithique.
Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas, en principe, des métaux. Ah bon? Oh, oui. Malgré qu'on a fait donc de l'or, certainement dans l'état de Oaxaca au Mexique, mais c'est très très peu. On a trouvé des plaques d'or, des disques d'or, d'offrande dans le puits de tous les de tous les sacrifices faits à Chichen Itza, et on a trouvé ça dans le fond du puits. Hein. Oui. Mais il y en a très peu. Mais simplement avec leur couteau en silex ou bien en obsidienne, on pouvait faire tout. On pouvait faire des opérations, donc enlever un cœur, par exemple, ou faire une simple opération. Et avec ce couteau, il pouvait trancher la pierre calcaire. Donc ça, c'était un grand avantage parce que le sous-sol est calcaire. Et ça se coupe très facilement avec ces couteaux quand c'est en état frais. On fait des blocs, tout grands blocs, et après, au fil des intempéries, la surface devenait très dure. D'accord. Mais avec ce système simple, ils ont fait des monuments, des milliers de bâtiments. Oui. Parce que c'est vraiment des milliers. Donc, à Tikal, par exemple, au Guatemala, on a à peu près 2000 bâtiments. Alors, pour le centre seulement. Hein. Oui, c'était les villes étaient organisées avec des rues, des artères principales, des maisons, des cours dans les maisons, des puits un peu partout. Enfin, réellement très bien organisé. Je pense que c'est bien organisé, mais en comparant tous les plans des villes, Tikal, Ceibal, Palenque, Chichen Itza, etc., chaque fois, c'est un peu différent, mais c'est organisé de cette façon que on commence avec, en général, avec vraiment donc le commencement, le tombe. On creuse une tombe et ensuite on le couvre et on a une petite pyramide. Par la suite, on ajoute encore d'autres personnes décédées et ça devient de plus en plus grand. Et les pyramides, quand vous coupez une pyramide, vous voyez les phases de construction. Au Guatemala, on a des constructions en 7 étapes jusqu'à 10 étapes. Mais alors, autour de ces pyramides, on construisait alors ce qu'on appelle les palaces. Les palaces sont des bâtiments administratifs et politiques assez importants, comme par exemple à Palenque, on a des bons exemples. Alors vient les gens qui doivent aider les gens politiques et administratifs, ils doivent être logés. Et alors, le peuple même s'installe simplement dans les champs, parce qu'ils vivent sur leurs champs. D'accord. Et donc, en dehors, disons, du centre urbain. Oui. Mais c'est vraiment organisé dans ce sens qu'on a retrouvé des chemins. Des sacs béop qu'on appelle ça, c'est des pierres, des routes en pierre blanche. Et là où il y a, par exemple, une espèce de descente et de montée, on couvrait ça un peu pour niveler le terrain. Mais tout se faisait à pied. Hein. On avait comment s'appelle ça, des palanquins, pour porter des chaises à porteurs, des choses comme ça. Oui, les dignitaires. Mais on n'avait pas donc des métaux. Ils avaient domestiqué les animaux. Oui, les moutons, le lama, Non, j'avais des chiens. Mais pas des chiens, ils avaient les turkeys, comment ça se dit en français? Dindons? Oui, les dindons. D'accord. Eh bien, les dindons, c'était le plus important aliment pour eux. D'accord. Et à côté de ça, vous avez évidemment le maïs.
Oui, hein, bien sûr. au point de vue agriculture, les tomates, cacao. Oui. Le cacao servait aussi comme une espèce de monnaie. Ah bon, la fève de cacao servait de monnaie d'échange. Oui. On pouvait donc, disons, l'utiliser au marché pour obtenir des objets. C'était assez facile pour dire, parce que c'était très cher, hein. C'était très précieux. Et il n'y avait pas de monnaie. On échangeait les aliments, les objets. Oui, c'était du troc. C'était vraiment une... Le troc, oui, c'est ça. Et alors, c'était très difficile parce qu'il faut être d'accord. Les deux, les deux doivent être d'accord. Il y avait des marchandages. Mais ça c'était le plaisir d'aller au marché. Et on pouvait aussi payer, si vous voulez, avec des coquillages. Ah bon? Oui, entre autres, le coquillage qu'on appelle spondylus. C'est un bivalve. Et voilà une espèce rouge qui était très appréciée et une autre espèce jaune. Mais on faisait des bracelets avec tout ça. Le jade, on l'utilisait pour faire des bracelets et des joyaux. Alors les bracelets, vraiment pour le bras et pour les jambes. Et si vous n'avez pas de cacao, vous pouvez donc présenter votre bracelet pour, je ne sais pas, pour des tomates, pour des cacao, pour tout ce que vous avez besoin, pour le caoutchouc, pour tout. Hein. Oui. Docteur Voulmar, un pan de la civilisation maya que l'on n'a pas abordé, c'est tout ce qui est médical. Est-ce qu'ils avaient une connaissance d'herboriste ou médicale intéressante? Oui. Ils connaissaient et employaient des centaines de plantes médicinales. Oui, j'avais une très bonne connaissance, d'ailleurs comme chez nous, ici au Moyen-Âge. Les gens devaient se dépanner avec des plantes, des plantes médicinales. Et ça se faisait là aussi. Et pour des fêtes religieuses, on utilisait parfois des hallucinogènes. Oui, comme des petits champignons, par exemple. Et au temps des fameux hippies, les Américains venaient, par exemple, au Guatemala pour chercher ces champignons. Est-ce qu'on peut dire que les prêtres mayas étaient en quelque sorte des chamans? Oui. Mais là, vous avez donc aussi toute une hiérarchie, parce que c'était vraiment une organisation développée. Vous avez, disons, le simple chaman, vous avez un magicien, vous avez un peu de tout. Et vous avez aussi, donc, au zénith, vous avez le chirurgien. Le chirurgien. Le chirurgien? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pratiquait comme opération? Eh bien, ce sont les opérations, disons, qu'on faisait chaque fin d'année. On étendait, on étouffait les feux partout. On jetait alors tous les je pense un peu en anglais, c'est pour ça que j'ai cité les mots en français. C'est tout ce qu'on a comme fourniture à la maison, ou des meubles ou des vases qui sont abîmés, par exemple, sont jetés à la poubelle. D'accord. Ils renouvelaient vraiment. Tout, qui était nécessaire, les vêtements aussi. Mais à la fin donc de ces 365 jours, à peu près autour du 1er et de novembre, on était fait donc tout, et sur une montagne, on avait un hôtel pour sacrifier des gens. Et on ouvrait la poitrine, et disons, dans l'ouverture, on forait le nouveau feu, avec du bois, D'accord. Un bâton et alors une planche, et on ferait le nouveau feu. Ce nouveau feu était récolté par le premier, le grand prêtre, et ensuite les autres prêtres prenaient aussi le feu, et ils allaient chacun à leur temple. Et là, les gens pouvaient aller chercher le nouveau feu qu'ils ramenaient ensuite chez eux. Le lendemain.
Et alors la vie recommençait parce qu'on pensait toujours que la Terre pouvait se défondrer complètement, que c'était la fin du monde. Oui. S'il n'y avait pas cette histoire de sacrifice pour qu'on puisse, dans le thorax du pauvre sacrifié, faire repartir le feu, je trouve que c'était une très belle cérémonie, cette distribution de flammes à partir d'un feu unique finalement. Renouvellement. Ouais. Il y avait des sacrifices, disons, que les gens s'appliquaient sur soi-même. Hein. Ouais. Puis on faisait des coupures un peu partout, le nez, le point tous les points du corps qui sont très sensibles, des doigts par exemple, on fait laisser couler le feu. Mais le plus bizarre, c'est, je pense que je peux le dire ici à votre radio, le plus curieux, il y avait des danses, et dans la musique comme dans le monde. Tout le monde a une tradition musicale, et on a des danses, normalement des danses séparées des femmes et des hommes. Et il y avait une danse très curieuse, c'était que les hommes se liaient leurs membres virils, disons, et ils liaient avec une petite corde, et alors ils commençaient à danser. Et jusqu'au moment que le sang coulait, et on le récoltait dans des petits vases spéciaux. Et on faisait ça, évidemment, dans une période que les hommes ne pouvaient pas avoir des contacts intimes avec leurs femmes durant, disons, 10 jours, 13 jours, 20 jours. Ça, c'est donc ce qu'on faisait soi-même. Hein. C'était le plus dur. Hein. Ah oui. C'est le plus curieux. Oui, également, j'imagine bien. Et pour les femmes, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Les femmes avaient une position assez importante. Dans presque toutes les sociétés indiennes, la femme est elle qui est le chef de la famille. Ah bon? Oui. On voit ça encore aujourd'hui. Par exemple, aux États-Unis, nous avons vu ça chez les Navajos. Les hommes, on était donc invités par l'ensemble des Hopi là-bas, par le bord, et le président et nous autres, on tenait une conférence, et à la fin, le président demande à deux femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle disait, oui, on trouve ça bien, il faut changer ça. Et c'était les femmes qui prenaient les décisions finales. Ah bon? Et donc, chez les Mayas, c'était pareil. La femme était vraiment la chef de famille. Oui. Mais il y a donc une répartition, comme répartition pour le travail. Il y a aussi une répartition des droits et on devait obéir ces lois. Très bien. Antoine Volmar, une pause à nouveau et on va se retrouver pour parler des monuments que nous ont laissés les Mayas, que l'on peut découvrir de nos jours encore. Et ensuite, on parlera des mystères qui restent encore à élucider, puisque je suppose qu'il y en a beaucoup, concernant la civilisation maya. À tout de suite. D'accord. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Suite de la découverte de la civilisation maya avec le très passionnant docteur Antoine Volmar qui est mon invité ce soir sur Sud Radio. Il est en direct avec nous depuis la Belgique. Alors, docteur Volmar, on a évoqué la technologie, on a découvert un petit peu le milieu social des Mayas, leur hiérarchisation, la religion, comment est-ce que ça fonctionnait, le côté médical. On a découvert que la femme était finalement quasiment l'égale de l'homme, ce qui est intéressant par rapport à notre société occidentale, ce qui est loin d'être le cas, encore de nos jours. Parlons maintenant un petit peu des monuments. Bon, en Égypte, évidemment, quand on parle de la civilisation égyptienne, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les pyramides, bien entendu, les temples somptueux qu'ils ont érigés à la gloire de leur dieu.
leurs tombeaux, qui ne sont pas moins somptueux, puisque les pyramides sont, semble-t-il, des tombeaux, qu'est-ce que les Mayas nous ont laissé comme trace de leur culte ou de leur civilisation? Oui, dans le fond, tous ces les bâtiments et les pyramides sont des monuments funéraires. Vous savez que... Ce sont des tombeaux. Les pyramides sont aussi des tombeaux. Oui. Et les bâtiments, parfois aussi, parce que pour l'homme simple, quand il y avait quelqu'un qui était décédé dans la famille, on l'enterrait dans le sol de la cabane. Ah, dans le sol de la cabane, carrément. Et si on avait rempli l'un l'autre tout le sol de la cabane, on se déplaçait, on déménageait et on construisait notre cabane. Ah oui, donc les gens vivaient sur leur mort, vraiment. Oui, ça c'est une chose. Mais on a trouvé donc pas mal de tombeaux, je pense peut-être 500 ou 600 tombeaux. Oui. Mais le plus intéressant était celui qu'on a découvert en 1952. Alors, le professeur Alberto Ruslier avait fait une fouille assez spéciale. Vous connaissez probablement la pyramide des inscriptions à Palenque. Eh bien, on avait remarqué que dans le temple même, au-dessus donc, qu'il y avait des pierres disposées un peu d'une façon spéciale. Et il a reçu un budget pour faire des fouilles de 1949 jusqu'à 1951. Et alors, il trouvait là un escalier. Et ils ont donc rempli de bricaillons, de toutes sortes de gravats, de terre, de tout. Tout ce qu'on voulait disparaître. Ils ont liquidé ça petit à petit. On tombait sur une espèce de petite plateforme là où l'escalier tournait de non intégré. Et on trouvait là 6 squelettes des personnes qui étaient entrées probablement par la paroi. D'accord. Ou bien c'était des sacrifices. Et ensuite, on a descendu et pour la première fois, et de fait la seule fois, on a trouvé un sarcophage. Donc c'est aussi un peu comme en Égypte. C'est extraordinaire. Un sarcophage. Oui, on a donné le nom de Pakal, mais c'est pas vraiment le nom. Et c'est vraiment une découverte magnifique. Et ça soulignait quelque chose que, évidemment, les pyramides mayas étaient aussi des monuments funéraires, parce que jusqu'à ce moment-là, on pensait que c'était seulement une espèce de temple. Simplement donc un piédestal pour le temple. Mais c'est pas vrai, parce qu'ils disent pour que les gens approchent les dieux au ciel. Mais on oublie que les Mayas avaient des divinités partout, dans le ciel, sur terre et dans l'enfer aussi. Enfin, l'enfer, l'intramundo, donc le monde en dessous de nous. Mais alors, dites-moi, docteur Volmar, est-ce qu'on peut faire un rapprochement? Les pyramides mayas ont-elles été construites avant, pendant, après les pyramides égyptiennes? Est-ce qu'on peut faire des parallèles? Je pense que les pyramides de Gizeh, par exemple, les fameuses pyramides, doivent dater, je pense, même 2000 ans, certainement, avant notre ère. Tandis que ce que nous avons trouvé, ça date probablement des années 800. Ah oui, d'accord. Donc les pyramides mayas sont beaucoup plus jeunes. Il y a une grande différence, parce que donc, l'évolution a été probablement plus lente. Et il faut dire que le caractère des Mayas est de vivre en général, donc, est de vivre en paix. Et ils veulent travailler, mais uniquement quand c'est nécessaire.
Oui. Ils ont raison. Oui, mais c'est la bonne vie, hein. Bien sûr. Mais c'est un peu triste que, par exemple, pour cultiver les champs. Oui. Et si vous prenez, disons, 100 mètres carrés ou quelque chose comme ça, ça peut suffire pour votre famille, mais vous ne pouvez pas avoir du luxe, mauvaises périodes. Ah oui, d'accord. Oui, des pluies ou je ne sais pas quoi, ou des feux. Oui. Vous devez donc, nous autres, nous voulons alors dans ce cas travailler pas 100 mètres carrés, mais 200 par exemple. Mais ça, eux prennent justement le nécessaire, avec tous les risques. Hein. Oui, juste le nécessaire, même s'il y a des risques, ils font que le nécessaire. C'est tout. C'est pas mal. Ouais. Et alors, là, on a parlé des pyramides. Alors, oui, exactement, si je peux... oui, j'ai pas continué. Bien sûr. Excusez-moi. En effet, donc, on a aussi des grandes pyramides, mais pas si spectaculaires. Au Mexique, même à Teotihuacan, on a des pyramides aussi grandes que ceux dans l'Égypte. Hein. Ah oui. Oui, et à Cholula aussi, mais ça c'est donc le centre du Mexique. Mais dans le nord du Yucatan et au Guatemala, ils sont plus modestes, mais quand même impressionnants. Le plus impressionnant sont les 5 grandes pyramides de Tikal. Et le temple numéro 1 atteint 71 mètres d'altitude. 71 mètres d'altitude. Oui, c'est impressionnant et beau à voir. Et là, peut-être que ça peut intéresser votre public, c'est que j'ai eu un institut pour les études précolombiennes. Ouais. Et en 1908, j'ai introduit pour la première fois aux Amériques, les deux Amériques, c'est-à-dire forage des pyramides. Oui. Il y a donc je ne vais pas expliquer tout le système, mais un Italien avait utilisé un forage, par exemple, pour la région étrusque, et par la suite, ça s'est répandu jusqu'en Égypte. Ils ont fait plus de 7000 perforations de bâtiments et de tombes. Et pour la première fois, en 1978, j'ai foré dans la pyramide numéro 1 et ensuite dans d'autres aussi, comme essai. Oui, et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, disons que là, les conditions sont plus sévères que pour les Étrusques et même pour l'Égypte. C'est que nous devons forer parfois 20 mètres, disons, horizontalement, ou en oblique ou verticalement. Ça pose beaucoup plus de problèmes. Mais j'ai pu résoudre ces problèmes et améliorer donc le système. Mais là, on n'avait qu'une seule licence pour faire une semaine de forage. Oui. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Les Guatémalens ont demandé de forer un certain endroit de cette pyramide parce qu'ils croyaient que là, on devait trouver le tombeau de la reine. Oui. À plus haut, ils avaient trouvé donc le tombeau du roi. Oui. Et on a réussi jusqu'à 18 mètres 75 à forer et on a trouvé deux ouvertures. Mais comme je vous ai expliqué, il y a comme un oignon, hein, vous avez les différentes couches. Hein. Oui. Eh bien là, les bâtiments sont formés d'un tout petit tombeau et on a agrandi tout simplement en ajoutant des murs. Oui, d'accord. On n'a rien changé, on ajoute tout simplement un mur et en général, vous avez donc une ouverture, disons, de 50 centimètres ou d'un mètre. Et on obtient ainsi finalement, après, disons, 100, 200, 300 ans, une très grande pyramide. Et ici, j'avais trouvé donc les deux dernières constructions. Oui, ils construisaient au fur et à mesure. Les archéologues guatémalien
guatémaltèques étaient convaincus maintenant que ce système que j'avais proposé était très valable et très rapide, parce que c'est un système moderne. Hein. Oui, il y a des milliers de pyramides qui doivent être sondées. Donc il y a un travail pour des centaines de personnes durant je ne sais pas combien de temps. Alors, toutes les pyramides recèlent des tombeaux, hein, on est bien d'accord. Oui. C'est ça, d'accord. Ce qui est triste, c'est que le gouvernement ne continue pas des travaux dans ce genre pour la simple raison qu'ils n'ont pas de budget pour protéger, disons, les sites. Pas suffisamment d'argent pour garder les gardiens, pour garder les sites. Et on préfère donc de restaurer un peu les bâtiments pour les touristes. Et ce sont les voleurs de tombeaux qui utilisent ma méthode. Oui. C'est la vie, hein? Oui. Bah oui, ça c'est assez triste. Alors, Antoine Volmar, vous nous avez parlé des pyramides, des bâtiments administratifs dont on a retrouvé des traces, j'imagine, tout autour de ces pyramides, qui, on est d'accord, sont des tombeaux. Les pyramides sont des tombeaux avec des tombes à l'intérieur. Dans ces tombes, est-ce que les Mayas enterraient donc leur roi, leur reine, avec des objets, avec de la décoration, avec des tablettes écrites? Oui, en effet, c'est très bien. On a, selon la description de Diego de Landa, on devrait trouver beaucoup d'objets funéraires. Oui. Et de fait, ça se présente sous forme de vase, par exemple, même des aliments qu'on ajoute donc pour après mort, pour l'autre monde. Mais une de ces descriptions m'intéressait beaucoup parce que les prêtres, les grands prêtres, étaient enterrés avec leurs outils, c'est-à-dire les livres, les pictographiques, les codex. Oui. Et on n'a que 3 codex mayas. Donc, quand on trouve un 4e codex à l'intérieur de cette tombe, c'est le plus cher du monde. Hein. C'est plus cher que disons, le diamant même. Hein. Oui. Mais ces codex dont vous parlez, c'était quoi, ces livres mayas? C'était des tablettes d'argile ou c'était vraiment des livres? Oui, c'était... Disons, je vais l'expliquer, c'est très facile à faire si vous voulez. On prend les fibres d'un figuier. Un figuier, oui. Les fibres de l'extérieur, de l'écorce du figuier, et on le met dans l'eau durant une semaine ou 10 jours. Ensuite, on récolte et on fait des longs tapis. Oui. Disons des tapis large de 37 cm ou 25 cm, très long, et on ajoute de la chaux et de 2 côtés, et on fait des petites, disons des pages, petites lignes pour le plier. D'accord. Mais par après, on fait un livre en accordéon. Ah. On appelle ça l'accordéon ou leporello. D'accord. Oui. Alors, après, sur la chaude fraîche, on fait réellement des fresques et on le peint. Oui. Simplement, et ensuite on le plie ensemble et ça va dans les archives ou bien dans la bibliothèque. Hein. Très fort. Oui, mais on n'a que 3 parce qu'il y a eu évidemment ce qu'on appelle des autos de fait, des actes de la foi. Ah, des autos de fait où ils brûlaient leurs livres. Oui, parce que les prêtres espagnols pensaient que c'était vraiment de l'idolâtrie et qu'il fallait raser tout. Il y a d'autres peuples qui l'ont fait aussi, les nazis l'ont fait aussi avant la guerre, brûler des bibliothèques. Hein. Oui, tout à fait. Et là, c'est malheureux. Mais après, nous pouvons critiquer cette attitude parce que c'est vraiment comme criminel, disons. Hein. Ah, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Toute la connaissance de ces peuples sont disparus. Et reconstruire donc leur connaissance, c'est pas facile. Hein. Ouais. Docteur Volmar, on n'a pas parlé d'art.
parce que l'art est quand même très intéressant quand on veut découvrir une civilisation. L'art maya, c'était donc de la peinture, vous nous l'avez dit, de la sculpture aussi, j'imagine, et des bas-reliefs. Oui, des bas-reliefs. Il y a beaucoup de bas-reliefs qui sont très intéressants. Les bas-reliefs, par exemple, de Chichen Itza, dans les temples, disons, dans le train de la pelote ou le train de balle, eh bien, ils ont des bas-reliefs qui sont très instructifs et qui sont nécessaires pour comprendre que la corrélation qu'on applique pour arriver à l'année 2012, c'est tout à fait erroné, parce que là sont représentés des chefs mexicains dans un milieu maya. On les appelle toltèques, et ils portent ce qu'on appelle le tectli. C'est un diadème en jadéite. Et que eux peuvent porter. C'est une espèce de triangle, comme tiare. Une tiare, oui, comme ça, qui vous portait au-dessus de la tête, Avec, disons, un triangle dans le fond. Eh bien, mais ils sont représentés comme ça. Ils portent le pectoral qu'on trouve à Tula, à la vallée du Mexique. Toutes sortes d'indications, plus l'écriture des Mexicains et non l'écriture maya. Donc, ça veut dire, mais ces fresques, pardon, ces bas-reliefs sont datés 890, 902. 890, et les Mexicains ont fondé seulement leur capitale en 1325. Ils ont fondé Mexico Tenochtitlan quand ils étaient descendus de l'Utah des États-Unis. Ils sont arrivés après 262 ans dans la vallée du Mexique et ils ont commencé à construire leur capitale. Mais ça veut dire aussi que les Mexicains qui sont représentés datent de 1440, parce que Moctezuma, juste avant de devenir roi, il était alors le général à 3 ou 4 étoiles, une façon de dire, de la garnison qu'il tenait à Chicalango, tout près de la frontière des Mayas. Montezuma qui a été le dernier empereur... Non, c'était celui avant. Ah oui, l'avant-dernier. Oui, Moctezuma le premier. D'accord. Et par la suite, il y a l'autre de la conquiste. Mais ils avaient mis là des garnisons parce que là, c'était un point, une ville comparable à Danzig et à Tanger. Ah oui, comparable à Tanger. Oui. Ouverte pour le commerce. Oui. D'accord. Mais il fallait protéger donc tous les marchands, tout le monde. Et alors, il y a un certain moment, Cocom, un chef maya, avait demandé des mercenaires mexicains. Et ça, vous devez dater 1440. Donc, c'est pas donc 890 par exemple. Donc, il y a une grande différence. C'est pour prouver que la corrélation de Gutmann et de Martinez et Thompson qu'on utilise encore jusqu'à nos jours est erronée. Alors, docteur Voulmar, une pause. On se retrouve dans quelques instants pour aborder maintenant ce pourquoi je vous ai demandé d'intervenir dans cette émission, c'est-à-dire cette histoire du calendrier Maya. On va en parler en détail dans quelques instants sur Sud Radio avec cette question. En 2012, est-ce la fin du monde ou pas? À tout de suite. D'accord. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec mon invité, le docteur Antoun Volmar. Nous parlons de la civilisation maya. Antoun Volmar est quand même un des scientifiques spécialisés, les plus connus dans le monde concernant la civilisation maya, la sociologie maya, l'écriture maya et évidemment le calendrier maya. Il est en direct avec nous depuis la Belgique. Alors, Antoun Volmar, vous avez dû apprendre, comme moi j'imagine,
la publication de plusieurs livres. Ça a commencé il y a 6-8 mois à peu près. On a vu arriver sur le marché comme ça chez les libraires plusieurs livres avec des titres assez inquiétants. Je vous en livre un parce que j'en ai amené quelques-uns dans le studio là pour les avoir sous les yeux. Avec un bandeau rouge écrit 2012, la fin d'un monde. L'accélération du temps et l'éveil de la conscience planétaire. Le titre du livre, c'est Le Code Maya. Alors, l'auteur, ça s'appelle Barbara Hand-Clough, que vous connaissez ou vous avez entendu parler, peut-être. Il y a un livre, alors lui, pour le coup, beaucoup plus inquiétant, qui ne lésine pas sur le titre. Là, c'est carrément 2012, l'Apocalypse. Voilà, comme ça, c'est fait. Une enquête scientifique, dit-on sur le livre, des catastrophes annoncées. Voilà. Et avec un petit sous-titre, je ne résiste pas au plaisir, docteur Volmar, de vous le lire, le glas de notre civilisation ou avènement d'une nouvelle ère. Ça fait froid dans le dos quand même, tout ça. Oui. Alors, oui. C'est donc tout ceci nous annonce la fin du monde ou de notre monde, avec toute une série de catastrophes planétaires, écologiques, politiques, tout cela. Donc, il va arriver en 2012. Ah oui, et j'ai oublié de donner le nom du coupable ou de l'auteur qui a écrit le livre 2012 Apocalypse. Il s'appelle Laurence Joseph, dont vous avez entendu parler aussi, j'imagine. Oui, de plusieurs. Voilà, oui, évidemment. Oui. Alors, docteur Volmar, d'une manière la plus simple possible, je sais que c'est assez compliqué déjà à comprendre, on va commencer, si vous le voulez bien, par que vous nous expliquiez comment fonctionnait le calendrier Maya. Oui. D'accord. Évidemment, comme vous le dites, c'est pas facile de l'expliquer sans tableau et sans illustration. Imagine. Pour une émission radiophonique, mais c'est une challenge. Je vais essayer de vous expliquer au bref le pourquoi et le comment. Je vous remercie. Parce que je sais pas si je peux utiliser cette expression, mais c'est de la foutaise. Il n'y a pas c'est pour vendre du papier. Il n'y a pas d'apocalypse Maya en 2012. Pourquoi? Plusieurs peuples anciens avaient pour leur calendrier un jour zéro différent des autres. Pensez par exemple au calendrier des peuples de l'Islam, des Juifs, des Égyptiens, des Chinois. Et les Mayas avaient pour eux, pour leur calendrier solaire de 365 jours, un jour zéro qu'on appelle 4 à 8 commun. C'est comme ça qu'ils l'appelaient, ce jour zéro. Oui. C'est une combinaison d'une position d'un cycle de 260 et une autre position dans le cycle de 350. Mais la question était depuis longtemps, disons depuis le début du XXe siècle, quelle est la corrélation, c'est-à-dire quelle est la correspondance entre ce jour Maya 4 à 8 commun et notre calendrier juillet d'avant 1582. Eh bien, malheureusement, nous possédons actuellement pas moins de 52 propositions de corrélation pour ce fameux jour. C'est très déroutant pour les mayanistes et aussi pour le grand public. Remarquez que l'Américain Goodman était le premier en 1905 pour fixer erronément le point zéro du calendrier Maya au 3 septembre de l'année 3114 avant Jésus-Christ. Plus tard, Goodman était suivi par Martínez Hernández et Eric Thompson, qui ne diffèrent que de 3 et 5 jours pour leur proposition de corrélation. Il est nécessaire de souligner que toutes ces corrélations n'étaient pas du tout basées sur les éléments astronomiques, mais simplement sur des arguments très fragiles et douteux. Le plus grave est le fait que depuis l'année 1905 jusqu'à nos jours, on a appliqué ces fameuses corrélations Goodman-Martínez-Thompson pour la facilité ou pour la négligence ou même de mauvais choix. Oui. Et cela malgré des centaines d'interventions pour corriger ces corrélations erronées. De là viennent justement les 52 propositions. Mais les Mayas, comme les Aztèques, et c'est nécessaire de l'expliquer, croyaient que leur monde durerait 5 soleils, chacun durant 1040 ans.
ce qui donne un grand cycle de 5200 années, de 365 jours, pas de 365. Hein. Si on utilise par exemple la corrélation de Guttman, Martinez et Thomson, la fin des 5200 ans arrivera apparemment fin de décembre 2012. Mais c'est une erreur grossière, dite par des gens qui n'ont certainement pas étudié le calendrier maya à fond. Pourquoi? Parce que le fameux zéro, le 88 commun, n'est pas le premier zéro du calendrier maya, mais il est le second zéro. Je m'explique. En 1972, je me penchais sur l'analyse de la signification de ce jour, ce jour très spécial. Bizarre, mais personne n'a jamais pensé à faire cela. Pourtant, c'est nécessaire et ma réaction était réellement logique. J'étudiais les 52 combinaisons possibles des années solaires mayas. Oui. Alors, oui, c'est beaucoup, hein, c'est réellement beaucoup. Hein. Il faut multiplier par 65, pardon. Alors, je constatais que le 88 commun était de fait le 349e jour pour une année commençant par le jour 7. Pour vous dire que avant ce jour, il y avait déjà eu un calendrier. En plus, ça me fait penser à la problème des corrections des années solaires. Combien de corrections? Et vous savez, à l'époque, j'ai travaillé avec une petite machine à calculer. Oui. J'ai vérifié, disons, chaque 4 ans, parce que nous faisons chaque 4 ans une correction avec un jour bissextile. Hein? Oui, c'est ça. Oui, hein? Oui. Donc nous avons. Alors j'ai fait la même chose, mais pour le calendrier maya, en commençant par le premier jour qui est 1,5. Et j'ai fait des centaines donc de calculs. À mon tout grand étonnement, c'était une surprise agréable que je trouvais une chose vraiment extraordinaire. Après exactement 1000 années de 360 jours et 239 jours de correction solaire, on arrive exactement à cette date 88 commun. C'est-à-dire le point zéro du démarrage du calendrier maya. C'était le deuxième début du calendrier, en fait. Oui, parce qu'il y a eu une correction. Comme vous connaissez certainement la correction que le pape Grégoire XIII a fait en 1582. Il a fait une correction du calendrier de Julien, oui. En ajoutant 10 années de correction. Hein. Oui, exact. Eh bien, mais ça, c'est un peu comme ça. Ils ont une période de 1000 années de 360 jours plus les corrections. Ça veut dire que les gens qui utilisent le Guttman ou n'importe quelle autre corrélation ne sont pas, ils ne savent pas qu'il y a une période de 1000 ans déjà passée avant cette date de 88 commun. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si, tout à fait. Il y a une période avant dont on ne tient pas compte. Donc, ça fausse tous les calculs. Oui, toutes ces corrélations. Moi, j'en ai tenu compte, bien sûr. Mais j'ai publié ça en 72, mais vous savez, c'est... 72, oui, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est en français. Hein. mais c'est si... Moi, j'ai fait un titre, please, mais c'est en anglais, please... Forget the GMT, hein, donc Guttman Martinez correlation, please. Oui. Et alors j'ai mis en dessous une voix prêchant dans le désert. C'est ça, c'est exactement ça. C'est encore comme ça parce que il faut tenir compte que on a maintenant exactement 100 ans qu'on utilise une corrélation tout à fait erronée. 100 ans, c'est un siècle qu'on a falsifié l'histoire maya. Ouais. J'ai continué donc mes recherches par la suite et finalement j'ai trouvé une solution et j'ai réellement
j'ai refait. Depuis 1984, j'avais trouvé une solution. Par la suite, j'ai fait une seconde approche différente pour voir si le résultat était le même. Oui. Et chaque fois que j'avais l'occasion, j'ai corrigé parce que j'ai l'habitude quand je publie un livre, après beaucoup de réflexion, dans le suivant, je vérifie tout ce que j'ai écrit avant. Et s'il y a une erreur, j'ai le courage de dire, écoutez, à tel moment, je me suis trompé, ou en vue donc des données que j'avais à ce moment-là, j'ai conclu, mais c'est pas exact maintenant, c'est comme ça. C'est pas une honte, hein. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Oui, c'est pas la fin du monde, je sais pas si je peux le dire, mais c'est pas la fin du monde. Mais donc, les promoteurs d'un apocalypse maya de 2012 n'ont pas tenu compte de ces 1000 années. Oui. Mais le grave est que j'ai contacté les gens et ils le savent. Et vous savez ce qu'ils disent? Les gens ne le savent pas. Et moi, j'entrais dans la publicité et c'est une promotion pour mon livre et ils vendent réellement du vent. Et ça, je trouve ça triste parce que ce qu'on fait en disant, je veux dire des choses à la fin, parce que je suis trop emballé, disons, mais je trouve ça malheureux et malhonnête quand on trompe les gens. Ben, c'est de l'escroquerie, nous sommes d'accord. Oui, mais c'est pénible de voir que ces livres se vendent beaucoup plus facilement que des livres plus sérieux. Hein? Oui, je suis d'accord avec vous, parce que c'est vrai que la couverture est très très belle, très inquiétante également, sur fond noir. Oui. 2012, Apocalypse, forcément, c'est un titre accrocheur. Et ce livre, que je ne recommande absolument pas, est pétri d'approximations, de raccourcis, est basé sur du sable mouvant du début jusqu'à la fin, forcément. Oui, donc, exactement. Et ça, c'est triste. Pour ce qui concerne mes travaux, eh bien, en 1984, j'avais trouvé la solution finale. Depuis 1984. Oui, je l'ai présenté alors au congrès, un congrès très intéressant sur l'archéoastronomie à l'Université Autónoma de Mexico. Et c'est vraiment donc le centre. Et la réaction était bonne, surtout de la part des Mexicains. J'avais parlé en espagnol. Et tous les Américains ne parlent pas l'espagnol, sauf quelques personnes isolées. Ils n'avaient pas appris beaucoup, mais c'était pour moi vraiment la peine d'entendre que un chef mexicain donc d'un groupe d'études qui m'était très favorable, qu'il a dit, il était excité, il disait vraiment ça c'est la solution, on va étudier et enfin on a expliqué ça clairement à nous autres, nous comprenons le problème et nous avons remédié à ça. Mais après 4-5 mois, il était mort. Il n'y avait plus de contact. C'est l'histoire de ma vie. Hein. Alors, docteur Voulmar, on va faire une pause à nouveau. On va revenir sur cette histoire de calendrier Maya parce que ça ne s'arrête pas là. Du coup, comme vous avez réussi à rétablir le calendrier, à le recaler correctement par rapport à notre calendrier julien, la fin du calendrier Maya est arrivée, bien entendu, depuis fort longtemps, mais cette fin de calendrier n'est pas arrivée n'importe quand, et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie découverte de votre part. On va y revenir dans quelques instants. À tout de suite. D'accord. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le docteur Antoun Volmar qui est mon invité ce soir, qui est une sommité mondiale concernant la civilisation, la culture maya. Il nous a donc expliqué, grâce à ses travaux qu'il a menés durant de nombreuses années, que tous ces livres parlant d'apocalypse, de code maya, de fin du monde et que sais-je d'autres, concernant cette fin du monde en 2012, tous ces bouquins n'étaient destinés qu'à vendre du papier et à enrichir le compte en banque de leurs auteurs. Donc, point barre, dossier refermé, ça c'est fait, comme dirait l'autre, on liquide. Alors, en revanche, pour revenir aux travaux de mon invité, le docteur Volmar, il y a quelque chose de tout à fait passionnant. Je résume, docteur, vous avez découvert que le point zéro qui servait de référence depuis un siècle à tous ceux qui travaillaient sur le calendrier maya, était en fait un deuxième point zéro que les Mayas avaient fait parce que leur calendrier avait déjà commencé depuis 1000 ans, 40 jours, 1040, enfin je ne sais pas exactement combien d'années, un peu plus de 1040, c'est ce que vous nous avez dit. Et ils se sont dit, il faut qu'on fasse un rectificatif parce qu'il y a tout un tas de jours que l'on doit rajouter pour pouvoir retomber pile poil avec le système solaire. Donc on refait un deuxième point zéro et on y retourne. Bien, mais il y avait déjà plus de 1000 ans. Alors, Antoun Volmar, la fin de sa calendrier maya, puisque fin il y a eu lieu, évidemment, elle est tombée quand? Eh bien, c'est vraiment curieux, le 12 décembre. Le 12 décembre qui est un solstice dans l'année 1546. Et c'est curieux, donc, dans cette année-là, les Mayas qui se combattaient contre les Espagnols sont arrêtés de combattre parce que, selon la prédiction, après 5200 ans, et que leur règne sera terminé, que leur monde s'écroulait. Et de fait, le monde s'est écroulé 1541, quand les conquistadors sont arrivés. Ont conquis la ville qui s'appelle actuellement Mérida, mais dans le temps Tio, la place des Saints, donc en mayatan. Ils ont continué un petit peu, mais ils savaient, selon la prédiction, que c'était la fin. Mais ce qui est remarquable et extraordinaire, c'est que comment est-ce que les Mayas savaient d'avance que la fin serait un jour de solstice d'hiver. Ça, c'est fantastique. Ce qui était pour moi aussi fantastique, c'est d'apprendre qu'il y avait une période de 1000 ans, plus les jours de correction. Et le fait, et ça je crois quand même que je dois souligner, que les années solaires se changeaient de 360 jours en 365 et un quart à peu près. C'est ça. Ouais. Et il y a eu donc une raison. Et je suis en train de refaire tous mes livres que j'ai publiés à ce sujet, disons, de la corrélation, de faire une synthèse plus facile à avaler, plus à lire, je veux dire, pour les spécialistes comme pour le public. Et en même temps, j'essaie de résoudre le mystère de cet changement de 360 en 365. Il a dû certainement passer un autre corps céleste, pas trop loin de la Terre, qui a donné une poussée à notre Terre, de sorte que l'axe terrestre était parallèle à l'axe solaire, s'inclinait. On a maintenant 23 degrés et 30 minutes. Et ça fait donc que c'était le commencement, certainement, de la première glaciation. Donc on a maintenant une date vraiment correct. Ça, c'est l'avantage du calendrier maya. On peut maintenant refaire l'histoire et on peut corriger toutes ces datations et les périodes
disons, donc, glaciales et tout ça. Et on a maintenant un outil. Et je vais donc le proposer, je vais continuer à écrire et proposer ça partout où c'est nécessaire, et on verra bien. Mais ça, c'est donc, à mon avis, très intéressant et très important pour l'histoire mondiale. Oui, mais dites-moi, docteur Voulmar, c'est quand même extraordinaire que, parce que le calendrier Maya a été conçu et préparé des milliers d'années avant sa fin, évidemment, on est d'accord. C'est fantastique. Et le calendrier s'arrête, vous dites, en décembre 1546, au solstice d'hiver, et là, les Mayas savaient que leur monde s'écroulerait, et de fait, l'histoire leur a donné raison, puisque les conquistadors ont envahi leur pays, et en 1541, et en 1546, c'en était réellement fini de la civilisation maya. C'est quand même hallucinant. Oui, pour moi, c'est quelque chose, c'est un mystère, hein. C'est réellement un mystère, mais tout ça est mathématiquement et astronomiquement vérifié. Oui. Et on ne peut pas contester cela. C'est d'ailleurs qu'on ne veut pas discuter avec moi pour une bonne raison. Vous savez, on peut aller à l'université, vous allez apprendre un métier très intéressant, très éduqué, mais à l'université, on ne peut pas apprendre tout. Bien sûr. On donne là une formation, une bonne formation pour démarrer. Oui. Et ensuite, vous devez apprendre, vous devez continuer à apprendre, à étudier, à suivre l'évolution. Mais la plupart des gens ne le font pas. Ils sortent et commencent à travailler pour gagner leur pain. Et ça s'arrête là, un tout petit peu. Il y a quand même des gens qui continuent, qui sont, disons, intrigués par tous ces mystères. Hein. Et ce qui est votre cas, alors... Oui. Docteur Voulmar, quelle est, à votre avis, l'explication, parce que c'est quand même étonnant, que ce calendrier s'arrête effectivement l'année où la civilisation maya disparaît? Vous avez un début d'explication? C'est quoi? Oui, je pourrais essayer, mais je pense que je vais le faire dans mon livre maintenant. Je le fais d'abord en anglais, ensuite, si j'ai le temps, si on me permet encore de... oui, je peux en tenir compte de tout, je ferai les 80 ans. Hein. Oui, donc il faut que tout suive, hein, que le corps et l'esprit restent sains. Enfin, je vais prier. Hein. Mais je pense que je pourrais trouver une solution, mais... j'aurais des difficultés parce que les gens, ils me l'ont dit personnellement, ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas appris donc beaucoup de mathématiques à l'université, ils n'ont pas une formation astronomique. Comment voulez-vous alors parler des éclipses solaires et tout ça? Les gens ne peuvent pas suivre et poussent les mains en haut, disent c'est pas pour moi, et ils ne veulent pas changer. Ils disent mes dizaines de communications, je ne vais pas les refaire. Tout le monde a des réactions négatives. Et alors, il y a des gens qui me disent, on met un mur autour de vous. Un mur, moi j'appelle ça le mur de Berlin, hein, de silence. Et c'est comme ça, on tue beaucoup. Hein. Alors, Antoun Vollmar, pour passer à des sujets un petit peu plus joyeux, quoique je suis vraiment ravi que vous nous ayez fait part des résultats de vos recherches sur cette antenne, et je suis ravi de vous ouvrir l'antenne pour que on puisse en parler au plus grand nombre possible. Oui, c'est très bien, merci. Ah ben écoutez, non, c'est avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Docteur Voulmar, est-ce qu'il existe, parce que ça c'est un mystère de taille dont vous nous avez fait part là à l'instant, est-ce qu'il existe des mystères, donc encore non élucidés, qui vous posent problème concernant la civilisation maya? Je ne sais pas, des objets que vous avez découverts ou que l'on connaît, dont on ne connaît absolument rien, des choses bizarres, extraordinaires, qui excitent l'imagination. Oui, il y a toute une série.
j'ai pu résoudre quelques plus petites mystères comme concernant la croix, l'existence de la croix chez les Mayas, chez les Aztèques. Mais il y a d'autres. Par exemple, il y a personne qui a étudié Quetzalcoatl, le fameux dieu blanc barbu. Oui. Qui est très spécial et qui est vraiment le Dieu qui réside au ciel et la terre. Parce que Quetzal, c'est un oiseau et Coatl, c'est un serpent, donc un animal qui est vraiment complètement en contact avec le sol. Entre parenthèses, vous voyez ça aussi dans la couronne double des pharaons égyptiens. Oui. C'est les mêmes idées de base. Mais ce qui est beaucoup plus curieux encore, c'est il a donc 4 aspects au moins, dont une est catholique, qui est le dieu du vent. Mais le signe, il y a donc 2 signes sur son bouclier. Oui. Il y a beaucoup de boucliers, notamment donc la croix. La croix? Oui, la croix représente clairement le cosmos. D'accord. Et oui, en 1970, je crois que c'était même à Paris, j'ai communiqué au congrès des américanistes à Paris, au Musée de l'Homme. J'ai dit, mesdames et messieurs, quand je présentais une croix, cette croix n'est pas une croix. Et tout le monde commençait à rire. J'ai dit non. Quand vous êtes dessinateur, vous avez des conventions. Et pour dessiner, par exemple, une maison, et vous donnez des coupes, un plan avant, de côté, en profil, etc., de haut en bas. Et vous avez des conventions. Eh bien, les Aztèques et les Mayas ont aussi une convention pour représenter des objets tridimensionnels. Et si vous faites une photocopie de cette croix avec toutes les divinités qui étaient représentées et les offrandes, si vous faites une photocopie, vous découpez alors la croix et vous pliez les bras vers le haut. Alors toutes les figures sont tout droit représentées et vous avez alors une pyramide à l'inverse. Donc c'est le cosmos. Ils ont donc une espèce en forme de cube, c'est plus facile à expliquer. Si vous avez une cube, vous le coupez en 2, eh bien ce plan est la Terre. Alors vous avez au-dessus donc le ciel, et en dessous vous avez l'inframundo, donc le monde en dessous de nous. Et vous avez les 4 points cardinaux, les 4 coins. De là vient la combinaison des chiffres 4. Et on a aussi au centre, vous avez l'arbre, le premier arbre du monde, disons. Oui. Vous avez 5, plus 4 de la Terre et 4 encore du monde inférieur. Oui. Alors ça vous donne pour les Mayas, vous avez les Bolontico, ça veut dire Bolon c'est 9, les 9 dieux. Oui. C'est simplement donc le ciel plus la terre, mais ils ont aussi une combinaison de 13 divinités, les Oxlaoun Tikkun, et bien c'est l'ensemble, tous les coins du monde. Et ça, j'avais expliqué à Paris en 72. Attendez, non, c'était 72. En 72, j'ai expliqué que tout leur monde, toutes les divinités qu'on a, les centaines de divinités, le défilement, la procession de ces divinités se passe par les coins du monde. Ça veut dire que c'est, j'appelle ça Comment? En anglais, c'est tempo spatial. Oui. C'est donc dans le temps et dans l'espace. Oui. Donc, c'est vraiment une 4e dimension qu'ils ont introduite parce que les divinités
ne se trouve pas nécessairement sur la Terre, mais dans un de ces 13 points. Ouais. Donc, et c'est toute une procession, et nous avons besoin d'autres codex Maya pour pouvoir déchiffrer le code, de quelle manière qu'il se déplace. Dites-moi, Antoun Volmar, la croix, cette croix dont vous nous parlez, présente donc dessinée sur le bouclier du dieu Quetzalcoatl, dieu du vent, du souffle de vie. Cette croix existe depuis longtemps? Oui, oui. Était utilisée depuis les premiers temps? C'est-à-dire que pour la région aztèque et maya, ouais. J'ai trouvé une datation qui ne convient pas, disons, pour l'ensemble, mais c'est la réalité. 1006, il est présent à Teotihuacan, donc la grande métropole. Là, il a un temple très fameux, ça vaut la peine de le voir. Mais, et 6 ans. Avant notre ère. Oui, mais ce qui est vraiment intriguant, c'est un des mystères, parce que vous me demandez des mystères. J'ai fait, c'est une déformation professionnelle, je pense, je fais chaque fois des inventaires. Je cherche la plupart des illustrations pour voir le fil rouge. Oui. Eh bien, le fil rouge c'est ce qu'on appelle escalera greca. C'est une coupe d'une conque, d'un coquillage. Hein. Oui. Et c'est vraiment donc un escalier et ensuite une courbe. Ça vous travaille des centaines, pour ne pas dire des milliers de fois à Mitla, par exemple, et d'autres villes. Oui. C'est comme une spirale. Mais ce qui est intriguant, c'est que j'ai trouvé ces signes combinés jusqu'à Costa Rica, Panama, Colombie et ensuite au Pérou. Et au Pérou, il y en a des centaines de représentations et beaucoup plus grandes, même des vases qui sont cuits dans cette forme d'escalier et de courbe, de spirale. De spirale. Et au nord-ouest du Pérou, vous avez Chavin et Moche. Eh bien, là, on a des vases et on a aussi des objets en or, des joyaux, disons, avec cet escalier grecque qui sont datés, tenez-vous bien, moins 1200 ans, donc avant Jésus-Christ. Moins 1200 avant Jésus-Christ. Oui, ça veut dire que on doit réviser l'explication concernant Quetzalcoatl, mais il faut que j'ai encore 20 ans à vivre. Hein. Oui, mais il faut donc revoir. Mais c'est parce que beaucoup de gens ne travaillent pas en profondeur, ils travaillent beaucoup en surface. Et donc superficiel. Et comme ça, on ne fait pas des trouvailles. Hein. Mais vous voulez dire, docteur Antoun Volmar, en parlant de cette forme comme ça, en spirale, comme un escalier à colimaçon, hein, oui, voilà, c'est ça. Comme un escalier en colimaçon, qui est présent sur, on va dire, depuis le Mexique, en gros, hein, jusqu'au Pérou. Oui, Nazca. Oui, jusqu'à Nazca. Donc, moins 1200 avant Jésus-Christ pour les plus anciens. Ça veut dire qu'il y avait une vraie, comment dirais-je, une unité, un trait d'union de ce Dieu présent dans toute cette région du monde. Oui, et c'est bizarre, mais c'est la réalité scientifique parce que ça va beaucoup plus loin, parce que j'ai trouvé encore d'autres parallèles entre, disons, le Mexique et Guatemala et le Sud, donc Pérou, parce que vous avez les vases. Ça, c'est le plus facile à expliquer. Oui. Au Pérou, vous avez des vases, des gobelets avec donc une poignée qui est c'est vraiment donc comme un pont. Hein? Donc de gauche à droite, c'est une courbe, un arc. Oui. Et là, avec une ouverture centrale.
Et on a un second type, c'est que tous ces poignées sont, disons, à côté. Hein. Eh bien, on trouve, pas beaucoup, mais on trouve des exemples, et des exemples particuliers au Mexique. Mm-hmm. Et j'ai fait donc un inventaire de tout ce qui rapporte l'un à l'autre des parallèles. Hein. Et ça commence à agrandir cette liste parce que c'est une technique, vraiment une technique spéciale. Ouais. Et la forme des vases. Dans le monde entier, on a trouvé qu'on pouvait faire des vases avec de l'argile, hein, entre autres. Eh bien, mais c'est la forme, ça dépend des techniques. Et on a toutes sortes de vases, hein, des centaines de formes. Mais des formes sont typiques pour un groupe ethnique ou pour un autre, ou bien c'est généralisé au fil du temps. Ça, c'est possible. Mais alors, la distance entre, le nord du Mexique et Pérou, ça doit être 2500 kilomètres, je pense. Ce qui est énorme. Et ils ont évidemment la navigation aussi. Ils ont le transport par terre, mais ça, c'est vraiment loin. Mm-hmm. Mais ils ont aussi eu des contacts par les océans. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pu aller plus loin que le continent américain? Oui, vous savez, la théorie est toujours que les Indiens sont venus par l'étroit de Bering. Hein? Oui. Disons 12 000, 15 000 ans avant notre ère. Mais ça ne couvre pas tout. Hein, si on fait des études, comme maintenant l'étude de DNA et tout ça, on a beaucoup de possibilités. Non, je pense qu'il y a des choses très, très étranges, parce qu'on n'a pas encore trouvé un homme fossile américain, réellement fossile. C'est vrai. Disons, le plus âgé, c'est des hommes de Folsom, au sud-est des États-Unis. Et là, on a trouvé des pointes en silex qui sont du type Clovis européen. Oui. Mais donc, il y a beaucoup de parallèles. Mais ce qui est la question alors, est-ce qu'on n'a pas eu, on ne sait pas, je vais reformuler, est-ce qu'on ne s'est pas trompé en passant la datation pour le détachement de la Terre, la séparation des continents. Oui. Parce que vous Et pensez... on a daté ça très loin dans le passé, à un moment où l'homme n'existait pas encore. Hein. Mais on trouve surtout aux États-Unis, des fossiles, des animaux, mais qui sont semblables à l'Afrique du Nord. Oui, c'est ça. Et vous savez, là, c'est pas simplement théorie, mais je pense qu'en pratique, c'est correct. Le Sud, l'Amérique du Sud, est séparée probablement de l'Afrique, hein. Vous pouvez voir ça sur une carte mondiale. Oui. Donc la civilisation, pas la civilisation, mais la population qui a donné les Mayas, qui a donné les Aztèques, les Incas, etc. Sont d'origine, d'après vous, alors comment on ne sait pas, mais sont d'origine d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient en tout cas. Il y a là beaucoup à dire dans ce sens que vous avez le golfe du Mexique. Oui. La partie où on trouve les grandes têtes, les têtes gigantesques en pierre. Oui. Les Olmecs, les Olmecs dans la région du caoutchouc. Eh bien, là, on trouve ces têtes, mais la plupart de ces têtes ont des traits vraiment négroïdes. Oui. Des lèvres très sensuelles, un nez qui est un peu étouffé, disons. Et on a trouvé dans la région des squelettes qui sont un peu négroïdes. Oui. Moins de 100, parce que on a trouvé à côté donc de cette tête des vases qui représentent d'une part des personnes négroïdes et d'autre part, tenez-vous bien, des personnes sémitiques. Donc c'est un problème alors pour résoudre.
C'est le début d'ailleurs, la naissance ou une partie de leur histoire, les Mayas, s'est passée dans cette région, parce qu'on trouve dans cette région la numérique très typique et très intéressante, je trouve, par points pour les unités et par des barres pour les 5. Pour 5, hein. On trouve ça là pour la première fois dans la région de la Venta, qu'on appelle ça, et San Lorenzo. Leur système de comptabilité pour compter, quoi, c'est ça? Oui. Et on trouve ce même système dans l'état de Oaxaca, à Monte Alban, dans quelques autres sites, et ensuite chez le Maya en toute grande quantité, hein. Parce que j'ai vraiment l'admiration Maya. Ça, c'est un problème. Et le mystère de l'origine des Aztèques, des Mayas, c'est justement qu'on doit se demander d'où viennent les Mayas. Parce qu'on ne trouve pas une connexion avec l'Asie, le continent d'Asie. On n'a pas réellement ça. Et je suis réussi, si je peux le dire, dans les années 60, encore 65, je pense, j'ai fait une espèce de base grammaticale. Eh bien, en analysant donc les vocabulaires et les dictionnaires du XVIe siècle et du XVIIe, etc., du mayatan, la langue des Mayas, j'ai pu pénétrer jusqu'en profondeur de la langue, de sorte que si vous prenez les sons les plus brefs, A, B, C, une façon de parler, je suis réussi à trouver la signification initiale. Donc, pour moi, c'est fantastique. Je ne peux pas décomposer plus loin que ça, hein. D'accord. Eh bien, mais ça veut dire que ces langues ne sont pas, disons, du grand âge, disons, de 1000 ans ou quelque chose, ou deux, mais l'évolution était à l'époque beaucoup plus lente qu'aujourd'hui, hein. L'évolution des langues, je veux dire. Vous voulez dire que cette langue est d'origine jeune par rapport aux autres? Oui. Mais je ne peux pas y aller beaucoup plus loin, mais je trouve ça fantastique parce que chaque fois quand on trouve un aspect particulier, pour moi ça me donne une joie, une espèce de satisfaction, je dis. C'est que c'est curieux, mais c'est les chercheurs alors. Hein. C'est normal et c'est pour ça que vous êtes aussi passionnant, docteur Antoun Volmar. Il est l'heure malheureusement de se quitter parce que l'heure tourne. Vous vous rendez compte, on a passé 1h30 ensemble déjà. C'est bien. Oui, c'était même passionnant, c'est même extraordinaire. Encore 1000 merci d'avoir accepté mon invitation, vraiment. Pour nous avoir servi de guide pour découvrir cette civilisation maya, et puis d'avoir un petit peu remis les pendules à l'heure concernant ces oiseaux de mauvaises augures qui nous annoncent une apocalypse en 2012. Et je reprends votre terme, tout ça ce ne sont que des foutaises. Nous sommes bien d'accord. Voilà, je trouve ça excellent. Moi je vous remercie aussi, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Eh ben, écoutez, le plaisir est partagé en tout cas. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Si vous faites d'autres découvertes intéressantes sur la civilisation maya, je compte sur vous pour nous prévenir. Oui, merci beaucoup. Au revoir.